délégation russe de l'entreprise Rosatom est en visite au Mali. Le partenaire russe a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les échanges ont essentiellement porté sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Le reportage de Yaya Konaté dans cette édition. Plus de 14 milliards de francs CFA, c'est le coût d'investissement du complexe agro-industriel de la société Seydou Diogo Awa. L'unité industrielle située à Sanangoroba a été inaugurée ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'entreprise créera 400 emplois directs et indirects. Nos envoyés spéciaux nous feront découvrir ce joyau architectural. La présomption d'innocence, c'est le sujet de la chronique judiciaire. Il s'agit d'un principe selon lequel un individu suspecté d'une infraction, d'un crime ou d'un délit est considéré comme coupable avant d'être jugé par le tribunal. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Carnet d'audience du président de la transition, le colonel Assimi Goïta a reçu cet après-midi en audience une délégation russe, Rosatom, une entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Les projets énergétiques et miniers qui lient les deux parties ont été passés au pain fin avec un accent particulier sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Et vous aurez le reportage de Yaya Konaté incessamment dans cette édition. La commune de Sanankoroba, localité située à une trentaine de kilomètres de Bamako, était en fête et pour cause. La population recevait le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Y était pour inaugurer le complexe agro-industriel de la société Seydou Diogo Awa. L'entreprise créera 400 emplois directs et indirects pour un investissement de plus de 14 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a félicité le promoteur non moins ancien footballeur international pour cette initiative avant d'inviter les autres à lui emboîter le pas. Le reportage de Sira Batili et de Tchedje Kamara. De la balle au pied à la main d'entrepreneurs, l'ancien international Seydou Keita élimine le fossé et réalise le plus grand complexe agroalimentaire du Mali à Sanankoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako. Une réponse à l'appel du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour l'investissement dans le pays. L'imposant complexe agroalimentaire de la société Seydou Diogo Awa, SDA de 14 milliards de francs CFA, mérite le déplacement du chef de l'État. Le colonel Assimi Goïta vient ouvrir les portes de 400 emplois directs pour les Maliens. Ses premiers mots sont ceux de remerciement à l'endroit du promoteur pour son amour pour son pays, le Mali. Je tiens à féliciter M. Seydou Keita, ancien capitaine des Aigles du Mali, pour son engagement dans le développement du football malien. M. Seydou Keita a fait ses preuves sur le plan national ainsi que sur le plan international. Et je voudrais aussi saluer et féliciter sa reconversion du capitaine du ballon rond au capitaine d'industrie. Et comme on le dit dans la vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas arrêter, le temps et le changement. Donc je le félicite pour avoir cette vision de se projeter dans le temps et dans l'espace. Et je voudrais aussi féliciter son engagement patriotique, car je place cette cérémonie sous le signe d'un engagement patriotique. Il y a de cela quelques années, lors de la pause de la première pierre de l'usine de cimenterie Adjo à Kati, et j'avais lancé un appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora, en les invitant à venir contribuer à la construction de notre pays qui traverse un moment particulier, à investir dans les projets porteurs de croissance et de développement. Et aujourd'hui, cela est une réalité et M. Seydou Keita a répondu à cet appel. C'est donc un président impressionné et heureux de constater l'engagement des Maliens à épauler les autorités dans leur combat au quotidien pour le développement socio-économique et la réduction du chômage. Le complexe agroalimentaire comprend 6 unités de production, dont une unité de production de karité de 100 tonnes par jour, celle d'huile de soja, d'arachide et de coton de 100 tonnes par jour et celle de bidon avec 6000 pièces par jour. Un plus au secteur industriel revitalisé par le président de la transition, puisque porteur un programme présidentiel qui est appuyé par un particulier. La réalisation de cette usine est conforme à notre vision qui est de promouvoir le développement
endogène de notre pays, c'est-à-dire la production sur place, la transformation sur place et la consommation. Et je voudrais effectivement l'encourager à persévérer dans ce sens. Et surtout, cette usine, ce complexe agro-industrie Sédou Djoko Awa, avec ses 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects, va positivement impacter le quotidien de nos concitoyens et réduire le taux de chômage au Mali. Mais le plus important aujourd'hui, notre vision, c'est-à-dire promouvoir notre souveraineté alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalisation de cette usine, de ce complexe agro-industrie, est un pas vers notre souveraineté alimentaire. Avec la production de l'huile végétale alimentaire, la production d'aliments bétail et de tourteaux, la production de beurre de qualité, tout cela va nous permettre effectivement de développer cette souveraineté que nous devons développer dans tous les secteurs, que ce soit le secteur sécuritaire, le secteur alimentaire et le secteur économique industriel. Le complexe agroalimentaire SDA produit également du savon et dispose d'une raffinerie de 30 000 litres d'huile par jour. D'une unité d'aliments bétail et d'aliments volaille de 120 tonnes par jour, le tout est alimenté par une centrale solaire de 2 MW. Le président de la transition réitère son engagement à accompagner le groupe SDA et appelle d'autres citoyens à investir au Mali. Retirer la disponibilité du gouvernement à l'accompagner dans la mesure du possible pour la réussite de ces grands projets gigantesques. Et je voudrais encore une fois de plus relancer l'appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora de venir investir au Mali. Le changement du Mali, c'est maintenant. Le Mali Courage se passera forcément avec l'industrialisation. Une fois de plus, merci à M. Sédou Keita et bon courage. Merci. Et bon vent. Merci. 4 départements ministériels ont participé à la réalisation de ce projet d'envergure pour le Mali. Le département de l'industrie, celui de l'environnement, le ministère de la jeunesse et des sports et celui de l'économie et des finances. Le projet a bénéficié de l'expertise des partenaires indiens. Le promoteur, l'ancien international Sédou Keita, promet d'autres investissements pour la nation Mali. Plusieurs personnalités étaient présentes pour encourager Sédou Keita. La réalisation du complexe agro-industriel Sédou Djoko Awa est l'aboutissement d'un long processus de recherche, d'investigation, de négociation et de concertation. Nyanya Alou Traoré nous présente cette unité industrielle gigantesque. On regarde. Ce jour a été annoncé, il était attendu et il est arrivé. L'inauguration ce 2 juillet 2024 par le président de la transition du complexe agro-industriel de la société Sédou Djoko Awa. Bâti sur une superficie de 7 hectares, le complexe est un investissement de plus de 14 milliards de francs CFA. Il compte des unités de production dédiées à l'huile végétale alimentaire de tourteaux et d'aliments bétail, de beurre de karité et enfin une unité de production de bidons plastiques et de savon. Son promoteur est un enfant du pays. Il s'agit de l'international footballeur, l'ancien capitaine des Aigles, Sédou Keita, dit Sédoublé. Oh que je suis fier, très fier. Cet événement marque l'aboutissement de considérables efforts et d'une ambition forte, empreinte de passion, d'amour et d'engagement pour un Mali meilleur. Monsieur le Président, nous saisissons cette occasion pour vous signifier nos sincères remerciements et notre profonde gratitude de nous avoir honorés de votre présence à la présente cérémonie. Le complexe est implanté dans la commune rurale de Sanankoroba. Son maire est plus qu'honoré d'abriter ce joyau qui traduit l'aboutissement d'un travail acharné et engagé d'un compatriote qui boxe désormais sur le terrain du développement. L'usine prévoit de créer 400 emplois directs et plus de 1000 emplois indirects, d'où l'appel de l'édile à accorder la priorité aux compétences locales à l'heure du recrutement, gage de stabilité et d'un avenir plein d'espoir pour notre pays. La stabilité de notre pays ne se gagnerait pas seulement qu'avec les armes. Elle se gagnerait aussi par l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous avons été aussi satisfaits d'apprendre que les 90% des ouvriers
qui ont participé aux travaux de construction de l'usine sont des jeunes de la commune de Sanankoroba. Cette dynamique doit continuer lors du recrutement pour l'exploitation et nous demandons aux autres promoteurs d'imiter ce bon exemple. L'unité de production du beurre de karité a une capacité prévisionnelle de 29 700 tonnes par an. Et c'est le marché international qui est la cible principale de cette unité. La production d'huile végétale alimentaire de tourteau et d'aliments bétail sera de 72 000 tonnes de graines de coton par an. Le complexe prévoit la production de 312 000 bidons de 20 litres et de 5 litres et 3 600 tonnes de savon par an. Des ambitions de production saluées par le ministre de l'Industrie et du Commerce compte tenu du contexte social de l'heure. La flambée des cours des produits agricoles et alimentaires sur le plan mondial en 2023 nous rappelle l'impérieuse nécessité d'accorder la priorité au développement endogène de notre pays à travers la promotion des produits agricoles locaux. Dans une approche intégrée, le complexe agro-industriel Seydou Awa Diogo entend développer en amont, comme source d'approvisionnement en matière première de l'usine, des cultures de diversification, comme le soja, le sésame, l'arachide, toutes choses qui permettront de créer une agropole et d'établir un lien économique entre les producteurs de la zone et l'usine. La particularité de cette usine réside dans le fait qu'elle peut être alimentée par son installation solaire d'une capacité de 2 MW, une innovation de taille qui a été approuvée par l'assistance. L'innovation la plus importante et la plus significative dans ce projet est qu'il représente l'avenir de l'industrialisation de notre pays. C'est la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque de 2 MW qui couvre largement les besoins en électricité de l'usine. La centrale est à même de dégager un excédent commercialisable. 2 doyens des opérateurs économiques maliens étaient présents. Il s'agit de Bassé de Silla, le Maya de l'immobilier, et de Seydou Nantoumé de Toguna Industrie. Ils encouragent l'initiative et ont fait savoir aux jeunes promoteurs tout leur accompagnement et soutien à cette entreprise de portée nationale. Qui est Seydou Keita? Ce footballeur international a porté le drapeau Mali à travers le monde pendant 15 ans. On retient volontiers son passage en France, l'Espagne, l'Italie, la Chine, le Qatar. Seydou Blé a eu une carrière footballistique très réussie, de footballeur international à opérateur économique. Ousmane Dao pour d'autres détails. Né le 16 janvier 1980 à Bamako, Seydou Keita a commencé à taper dans le ballon dans son quartier Lafiabougou. Très tôt, il est repéré par les recruteurs du centre Salif Keita. C'est dans ce centre qu'il se fera connaître et est sélectionné avec les cadets du Mali en 1997 pour la 2e édition de la Coupe d'Afrique où le Mali termine 2e. Mais c'est 2 ans après, en 1999, que Seydou Keita se révèle davantage au Mali et au monde en terminant meilleur joueur de la Coupe du Monde Junior au Nigeria, une première dans l'histoire de notre football. Avec ce ballon d'or, la carrière footballistique de celui qui est connu sous le sobriquet, Seydou Blé, à cause de son teint clair, va littéralement basculer sur le bon chemin. Avec le FC Barcelone, Seydou Keita devient une armoire à trophées. Sous les couleurs blaugrana, il remporte 2 Ligues des champions d'Europe, autant de Supercoupes d'Europe, 2 Coupes du monde des clubs, 3 championnats d'Espagne, 2 Coupes du Roi et 3 Supercoupes d'Espagne, soit 14 trophées. Comment évoquer Seydou Keita sans ouvrir une fenêtre sur son amour pour le Mali? L'histoire de Seydou Blé est une longue histoire faite de hauts, de bas, de déceptions, de succès avec son pays. Chez les seniors, sa première grande compétition est la CAN 2002 ici à Bamako. Qui ne se souvient pas de son but égalisateur en match d'ouverture contre le Libéria à quelques minutes de la fin? Avec ce but, Seydou Blé n'a pas fait que remettre les aigles sur selle, mais il venait de nouer une relation d'amour avec le public sportif malien et footballistique. De ce moment jusqu'à sa dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2015, il a défendu le Mali pendant 7 Coupes d'Afrique des Nations, en plus de son but en 2002. On va évoquer aussi le match d'ouverture de 2010 en Angola. Avec son entrée, il sonne la révolte avec un but alors que le Mali est mené 4-1 pour boucler le match à 4 buts partout. Puis les 2,
troisième place en 2012 au Gabon et en 2013 en Afrique du Sud. 2 podiums que le football malien attendait depuis 1972 à Yaoundé au Cameroun. Évoquons aussi 2015 en Guinée équatoriale. À cette CAN, le Mali est éliminé au tirage au sort, une première pour notre football. Avec cet échec, Sédou décide de fermer le livre Mali. Pendant toute sa carrière, il a véhiculé les valeurs que lui a inculquées le Mali, le don de soi, l'amour de la patrie et le partage. Justement, c'est ce qui justifie la construction de cette usine qui va créer des emplois pour dire que son histoire d'amour n'est pas près de s'arrêter. Malgré quelques turbulences, d'incompréhension, le Mali reste sa seule motivation. Et bon vent à l'entreprise Seydou Diogo Awa. Ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2024 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 4 juillet 2024 et jour suivant s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants: adoption de procès-verbaux, délibération sur des projets et propositions de loi et des communications. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeliba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Je vous amène directement à l'intérieur du pays pour voir la physionomie de la campagne agricole. Le président directeur général de la CMDT, Dr Nango Dambélé, a entrepris ce matin une mission de suivi de la campagne agricole 2024 dans la filiale sud de Sigasso à Bougouni. Première étape de cette tournée, le patron de la CMDT a visité quelques champs de coton et échangé avec les paysans. Constat, la faible pluviométrie qui a entraîné un retard dans le démarrage des activités agricoles. Cependant, la bonne nouvelle est que le processus du paiement de l'argent aux producteurs est relancé. Envoyés spéciaux à Sikasso, Soumaïla Berté et Sidi Modibo Dambeli. La campagne agricole 2024-2025 est marquée au niveau de la coordination CMDT de Bougouni, filiale sud, par un retard dans le démarrage des activités. Retard consécutif à un contexte marqué par un déficit de pluviométrie. En visitant les champs de Boukari Keïta à Sido, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, a fait le constat. Une parcelle de 5 hectares de coton dont l'état végétatif est au stade embryonnaire, nettement en deçà du niveau de la dernière campagne à la même période. L'objectif principal de cette sortie, c'est de me rendre compte de l'état de mise en œuvre de la campagne agricole. Comme vous le savez, on a quelques difficultés avec la pluviométrie ou le démarrage de la campagne. Donc c'est pour échanger avec les producteurs, l'encadrement, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien par rapport au démarrage de cette campagne. Il y a d'abord l'approvisionnement en intrants, qui est un facteur important pour la production. Bien sûr, le paiement du coton qui accuse un léger retard cette année. Donc c'est pour rassurer les producteurs qu'ils seront tous payés. Et d'ailleurs, le processus a commencé. Il reste aujourd'hui, je peux dire, moins de 10% qui reste à payer. Et je crois que notre partenaire, la BTM, est à pied d'œuvre pour que d'ici quelques semaines, on puisse sortir de cette situation. Même constat à Koumantou, dans les champs de Aruna Kone et dans l'ensemble de la coordination CMDT de Bougouni. Ici, les superficies emblavées en coton, comme dans les autres spéculations, telles que les maïs et les milles, sont inférieures à celles de l'année dernière. Pour ce qui concerne la situation pluviométrique, elle n'est pas du tout satisfaisante. Nous observons des pluies éparses, donc qui ne parviennent pas à couvrir tous les secteurs dans sa généralité. Et quand on prend les 4 points cardinaux. Mais à l'heure actuelle, pour une prévision cotonnière de 192 000 hectares, donc la coordination a pu emblaver au 30 juin 153 501 hectares, soit 79,99%. À l'heure actuelle, au même moment,
la campagne écoulée, on était à 92% des emblavures coton. Dans ces échanges directs avec les producteurs, le PDG de la CMDT a encouragé ces derniers à opter pour plus de rendements à l'hectare avant de les rassurer qu'ils peuvent continuer à s'aimer jusqu'au 20 juillet. 239 producteurs à 14 organisations paysannes des zones office du Niger vont bénéficier du projet d'amélioration du revenu des exploitants agricoles en zone office du Niger. D'un coût de plus de 367 millions de francs CFA, ce projet dénommé Paraison va durer 8 mois et touchera les exploitants agricoles des ménages affectés par la crise sécuritaire. Pour plus de détails, Ramata Konaté et Bassi Traori. C'est un projet de soutien aux exploitants agricoles en zone office du Niger. Le Paraison, projet d'amélioration du revenu des exploitants agricoles en zone office du Niger, touche 239 petits producteurs, 14 organisations paysannes. Fruit du partenariat Office du Niger, PAM, Programme alimentaire mondial, et l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ce projet prévoit plusieurs activités. Renforcer les capacités techniques de l'encadrement des exploitants à travers diverses formations, installer les cages flottantes pour la pisciculture, assister les ménages démunis avec les activités d'élevage de petits ruminants et de la volaille, produire la fumure organique par la méthode de compostage bokashi et du compost liquide, produire du charbon écologique, promouvoir l'éducation nutritionnelle pour les enfants et les femmes. Le projet Paraison, d'un coût de 367 648 730 francs CFA. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est significative, car elle permet de magnifier l'assistance du programme alimentaire mondial pour pouvoir relancer les activités de production maraîchère, piscicole et d'élevage par des appuis techniques et financiers dans la zone office du Niger. C'est donc parti pour 8 mois d'activité au profit des exploitants agricoles affectés par la crise sécuritaire. Les bénéficiaires directs du projet sont les exploitants des ménages démunis, soit 239, dont 60% de femmes et 40% d'hommes. Les organisations paysannes, à savoir les associations et coopératives agricoles, le personnel de l'encadrement technique, les collectivités territoriales. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique pays du PAM 2020-2024 et vient renforcer la campagne agricole 2024 de l'Office du Niger qui prévoit une production de 915 000 tonnes de riz paddy. Et je vous le disais tantôt, le colonel Assimi Goïta a reçu cet après-midi en audience une délégation russe, Rosatom, une entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Les projets énergétiques et miniers qui lient les deux parties ont été passés au pain fin avec un accent particulier sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Auparavant, au cours d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont signé 3 mémorandums d'entente relatifs justement au secteur du nucléaire. Le reportage de Yaya Konaté. C'est un des principaux acteurs du marché du nucléaire au niveau mondial et un partenaire stratégique du Mali en matière d'énergie. Entre notre pays et la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom, il existe en effet un cadre de collaboration balisé par une feuille de route signée à Sochi en mars dernier. La visite au Mali d'une délégation de la Corporation s'inscrit dans ce cadre. Entretien avec le président de la transition, chef de l'État, sur une coopération basée sur le respect mutuel. La République du Mali, pour mon pays, est un pays ami et un partenaire stratégique. Et mon organisation, la Corporation d'État Rosatom, fait une partie centrale dans le cadre de cette coopération stratégique entre les deux pays. C'est une grande responsabilité.
De coopération dans le domaine du nucléaire, il en a été question au cours de cette audience. Lors d'une séance de travail tenue au ministère de l'Économie et des Finances malien et russe ont en effet signé 3 mémorandums d'entente dans le domaine du nucléaire. Le premier porte sur la coopération dans l'évaluation et le développement de l'infrastructure nucléaire au Mali. Le deuxième sur la formation des cadres maliens dans le domaine de l'industrie énergétique nucléaire et dans les domaines connexes. Quant au troisième, il est relatif à la sensibilisation du public dans le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et dans les domaines connexes au Mali. La création de la génération nucléaire a besoin de préparations comme les réseaux, la législation, la régulation, toutes les choses suffisamment difficiles pour préparer, pour préciser. Et plus, bien sûr, un projet dans le domaine de l'énergie nucléaire peut être réalisé seulement si on a le support et la solidarité du peuple. C'est une condition essentielle. Donc, aujourd'hui, nous commençons ces travaux pour pouvoir, en année 30, si cette décision est prise par votre président, nous serons prêts à lancer ce projet. Grâce à la coopération avec Rosatom à travers notamment sa filiale Novawind, le Mali est désormais doté d'un plan de développement énergétique à l'horizon 2030 et les études se poursuivent pour repousser cet horizon à 2040. Novawind, c'est justement la société chargée de la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, société avec laquelle d'autres projets sont en cours de gestation dans le domaine des énergies renouvelables. Le projet de la centrale photovoltaïque Sanankoroba est un projet pilote, le premier projet dans ce domaine. C'est un projet important, mais c'est la première phase de la création de la génération solaire dans la République du Mali. Donc, après, nous avons déjà défini la deuxième étape, la troisième, avec 6 l'énergie solaire, 6 l'énergie éolienne, et donc, comme but stratégique, bien sûr, nous parlons de l'énergie nucléaire. Qu'il s'agisse des questions liées aux énergies renouvelables, à l'énergie nucléaire, à l'enseignement supérieur ou au secteur minier, maliens et russes sont menées des discussions dans une grande convivialité et ont convenu de les poursuivre avec le même enthousiasme dans l'intérêt bien compris des deux parties. Les relations entre le Mali et la Chine se solidifient également. La preuve, le ministre de la Défense et des anciens combattants a décoré ce matin des experts chinois dans le domaine de la formation militaire. Ils ont été élevés au grade de chevalier et lion debout à titre étranger. Le reportage de Madou Fani. Témoignage de reconnaissance du Mali à la Chine, une des meilleures écoles de coopération militaire entre notre pays et ses partenaires. Après 15 mois passés dans notre pays, les experts militaires de la Chine, en fin de mission à la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique de l'armée, s'apprêtent à regagner leur pays. Durant votre séjour au Mali, nous avons pu apprécier votre professionnalisme, votre disponibilité et votre engagement. Vous avez donné de votre énergie, de votre savoir, de vos connaissances dans les domaines des transmissions et des télécommunications pour consolider la montée en puissance des FAMA. C'est en reconnaissance de ces qualités et de vos efforts pour la consolidation des relations de la Chine et du Mali que j'ai le plaisir de vous remettre au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les présentes distinctions. Une reconnaissance qui a valu une distinction aux 7 experts chinois par les autorités de la transition. Ainsi, 3 d'entre eux ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger et les 4 autres le titre d'effigie Lion debout à titre étranger. Au nom du groupe d'experts en communication militaire, je voudrais exprimer nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur le ministre de la Défense
au chef d'état-major général des armées et à tous les dirigeants du Mali. Au cours des 15 mois écoulés, grâce au soutien infaillible et cordial des dirigeants à tous les niveaux et à la coopération des officiers et militaires de la DTTIA, nous avons parfaitement terminé les missions assignées et établi une relation fraternelle avec les officiers et les militaires de la DTTIA. La coopération militaire entre le Mali et la Chine date des années 70. Cette coopération ne cesse de se renforcer au fur des années. En marge de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le terrain malien pour défendre la patrie. Lancement de la plateforme Bisolution, c'est une plateforme numérique de facilitation de la livraison d'hydrocarbures, une innovation dans la livraison de carburant, une application qui, en un clic, permet de se faire livrer. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Il avait à ses côtés son collègue de l'industrie et du commerce. Le point de ce lancement avec Bemba Sibi. Faciliter l'accès aux hydrocarbures aux particuliers et aux entreprises grâce au numérique, c'est le pari ambitieux lancé par les promoteurs de la plateforme numérique Bisolution qui vient d'être lancé. Le Mali, notre cher pays, est en pleine expansion économique. Malgré les difficultés énergétiques du monde, nos entreprises se développent, nos infrastructures s'améliorent et nos citoyens deviennent de plus en plus connectés. L'accès fiable et efficient au carburant reste un défi majeur pour beaucoup, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. C'est pour répondre à ce besoin crucial que nous avons créé cette application intuitive et fiable qu'est de Bisolution. Bisolution offre donc plus de temps pour les entreprises et plus de commodité pour les particuliers. L'application permet de passer sa commande et se faire livrer en toute simplicité. Pour ce faire, l'entreprise a mis en place toute une flotte de véhicules spécialisés dans le transport d'hydrocarbures avec des professionnels. C'est une entreprise innovante qui va avoir quelques aspects très importants pour notre peuple. D'abord la rentabilité économique, la sécurisation et puis l'innovation. Telles sont les clés de l'avenir. En plus, ça va aussi augmenter la souveraineté du pays. Parce que tout ce qui fait du bien au peuple ou qui résout les problèmes fondamentaux du peuple augmente la souveraineté de l'État. Et l'inviter très prochainement à la semaine du numérique du Burkina Faso bientôt, où tous les États de l'AES vont se retrouver. Ceci pour promouvoir cette innovation dans la distribution de carburant. Pour accéder au service, il suffit de télécharger l'application, passer votre commande et attendre la livraison. Et le service est gratuit. La cérémonie de lancement a servi de cadre à un tombola entre les invités. Le premier et deuxième, chacun a reçu 100 litres de carburant et le troisième, 50 litres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a participé au forum de Crans-Montana en marge des travaux. Le chef de la diplomatie malienne a rencontré la communauté malienne résidant au Royaume de Belgique. Au centre des échanges, la situation sécuritaire, économique et sociopolitique au Mali. Le commentaire de Bokari Koulibaly. À marge du forum de Crans-Montana, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a eu une rencontre d'échange avec la communauté malienne résidant au Royaume de Belgique. Échange qui a porté sur la situation socio-économique et politique du Mali, ainsi que les défis et enjeux géopolitiques liés à la mise en place de l'AES. Occasion pour lui de renouveler la détermination des autorités à prendre en charge les aspirations profondes des populations, y compris les préoccupations des compatriotes établis à l'extérieur. Les Maliens vivant en Belgique ont exprimé leur fierté et leur soutien à l'égard des autorités de la transition qui ne ménagent aucun effort pour apporter des solutions durables aux défis multiformes du pays. Le ministre Diop a invité les compatriotes au respect des lois de leur pays d'accueil. Aussi, attirer leur attention sur l'actuelle guerre informationnelle orientée contre notre pays. Le ministre Diop a conclu par leur adresser des remerciements pour leur engagement et contribution en faveur du développement socio-économique du Mali. Du projet intitulé Fonds pour la formation professionnelle liée aux besoins du secteur privé, il a permis de former 300 jeunes. Les bénéficiaires pourront désormais développer une nouvelle approche de formation professionnelle économique viable. Le reportage de Batraouri.
Après 2 années et demie d'exécution, l'ère du bilan a sonné pour les responsables du Fonds pour la formation professionnelle liée aux besoins du secteur privé. Le Conseil des investisseurs européens au Mali, l'organisme chargé de la mise en œuvre du projet, et le partenaire financier, l'ambassade du Danemark, jugent les résultats satisfaisants. Nous avons pu vérifier que le besoin de formation est vital pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes, notamment les jeunes femmes. Le besoin d'équipement et de formateurs qualifiés est vital pour les centres de formation. Jour après jour, le projet peut bâtir une nouvelle approche de formation professionnelle et insertion des jeunes dans le tissu économique. Le projet était exécuté à travers 3 volets. L'équipement des centres de formation professionnelle, la formation des agents des entreprises privées et l'appui aux femmes et jeunes vulnérables. Notre satisfaction, elle est totale. L'ambassade de Royaume du Danemark a changé le paradigme. Le développement aujourd'hui en Afrique, l'Africain, il y a 100 ans, n'est plus l'Africain d'aujourd'hui. On doit comprendre que nous devrons faire avec les Africains et non à la place des Africains. Et ce projet-là s'inscrit dans ça. Quand le paradigme change, tout change. Les acquis du passé, ça ne garantit pas du tout l'avenir. Donc tirons les leçons de ce changement de paradigme pour qu'on puisse arriver à des partenariats plus fructueux pour le bonheur du peuple malien et pour sa jeunesse. Les responsables du projet ont reçu des attestations de reconnaissance de la part des bénéficiaires, preuve que les attentes ont été comblées. Le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, phase 3, a également pris fin. Les différents acteurs étaient réunis pour une évaluation des activités réalisées pendant 5 ans. Le reportage de Abibatou Koyan-Diakiti. REDIS 3 est un projet mis en œuvre selon l'approche Une seule santé. Entendez par là la santé avec ses autres composantes qui contribuent à l'atteinte de la santé de la population. Ce projet a 5 composantes. La surveillance, le système d'information sanitaire, c'est le renforcement des capacités des laboratoires, c'est la préparation, la riposte contre les éventuelles épidémies, c'est le renforcement des ressources humaines, c'est la gestion du projet, la communication, l'appui institutionnel aux structures de mise en œuvre. Officiellement lancé en octobre 2018 pour une date de clôture initiale de mars 2024, le projet prend finalement fin ce 30 juin après une rallonge de 3 mois, d'où la tenue de cette réunion. La présente session qui nous réunit ce matin nous permettra de valider le bilan technique et financier de l'exercice 2024, présenter les résultats de l'évaluation finale du projet, proposer des recommandations visant à la pérennisation des acquis. Financé à hauteur de 30 millions de dollars par la Banque mondiale, soit 15 millions de dons et 15 millions de crédits, REDIS 3 couvre tout le pays. Dès qu'il y a déclaration de problème d'urgence sanitaire, le projet a été toujours à nos côtés par rapport à la résolution de ce problème, notamment par rapport au renforcement de capacités du personnel, et à la fourniture d'intrants, surtout par rapport à la dengue. Grâce au projet, on a pu réaliser beaucoup d'activités et par rapport aux équipements aussi. Au dire du comité de pilotage, une requête est introduite par le département de la santé au niveau de la Banque mondiale pour la continuité de ce projet. Je vous amène au point G, précisément à la faculté de médecine. Elle enregistre aujourd'hui plus de 400 diplômés chaque année et plus de 100 spécialistes dans 15 disciplines en médecine. Cet établissement a contribué à la formation de beaucoup de cadres maliens et étrangers, une dynamique que la nouvelle direction entend maintenir. Seydou Traoré et Djeli Maran Diabaté sont allés à cette faculté d'excellence du Mali. Suivant. L'école de médecine aujourd'hui, c'est 7600 étudiants
400 enseignants, tous grades confondus, et une dizaine de nationalités parmi les étudiants. Depuis la séparation des deux facultés, médecine et pharmacie en 2002, la faculté de médecine enregistre une progression remarquable avec des innovations apportées par le professeur Seydou Doumbia, doyen sortant. Cette équipe dispose comme acquis l'harmonisation des curricula selon les normes ouest-africaines, le recrutement et la promotion des enseignants, l'introduction de l'enseignement en ligne, sans oublier la charte de thèse. D'où ces cris de cœur pour maintenir la cadence. Un cri de cœur à vous les enseignants. Faites venir les étudiants en classe. Le constat est que si nous avons 50% des étudiants présents en classe, nous avons fait les pleins. Nous sommes interpellés à rendre notre formation plus attractive, plus rigoureuse et faire en sorte que les étudiants s'y retrouvent. Nous avons la responsabilité d'assurer que chaque étudiant ait fait des stages correctement, bien évalués. Le nouveau doyen de la faculté de médecine et d'odontostomatologie est bien le professeur Mariam Silla, précédemment vice-doyen de la même faculté. Spécialiste en pédiatrie, la première femme à occuper ce poste a reçu la confiance de ses pairs à l'issue d'une élection puis nommée par un décret du ministre de l'Enseignement supérieur. S'inscrivant dans la continuité du travail mené par son prédécesseur, le nouveau doyen est bien en terrain connu. Je remercie mes collègues enseignants-chercheurs pour la confiance portée sur ma modeste personne et celle du vice-doyen professeur Diakité, et profite encore de cette occasion pour vous exprimer toute notre gratitude. Cela a été une expérience très enrichissante pour moi de travailler avec toi. La sommité de la médecine du Mali a rendu un hommage mérité au professeur Doumbia pour le travail accompli dans la formation des étudiants et l'amélioration des conditions d'études. Il a reçu une attestation et un trophée en signe de reconnaissance. Plus de 500 cas d'accidents de la circulation ont été enregistrés dans la région de Sikasso en 2023, causant plus de 700 blessés et 35 tués. Ces informations ont été révélées par l'ANASER. C'était au cours de la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière. Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté sont nos correspondants régionaux. La signature de la charte de la sécurité routière par les autorités administratives et politiques est l'acte symbolique qui sanctionne la cérémonie de réception de la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière à Sikasso. Un geste qui marque aussi le démarrage de la sensibilisation dans la région de Sikasso. La caravane est une initiative de l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière. Les caravaniers sensibilisent au niveau des gares routières, au niveau des foires, des traversées d'agglomération, des lieux de travail, bref, partout où il sera possible de sensibiliser. Les messages vont porter, et portent d'ailleurs, sur le port des casques de protection, le port de la ceinture de sécurité, la limitation de vitesse, le téléphone au volant, l'occupation anarchique du domaine public routier, la surcharge dans les transports et les surnombres, les transports mixtes et l'état défectueux des véhicules. Selon les statistiques de l'ANASER, la région de Sikasso a enregistré en 2023 515 cas d'accidents, faisant 748 blessés et 35 tués. Le pays a connu durant la même année 7685 cas d'accidents, causant 7938 blessés et 689 tués. Pour réduire les accidents de la route, l'autorité régionale appelle à la conjugaison des efforts. La sécurité routière est une préoccupation majeure qui nous concerne tous. Chaque jour, des vies sont tragiquement perdues ou irrémédiablement changées en raison d'accidents de la route. C'est pourquoi il est impératif que nous nous engagions tous, individuellement et collectivement, à promouvoir des comportements responsables sur nos routes. La remise du message du ministre des Transports et des Infrastructures par le directeur général de l'ANASER au gouverneur de la région de Sikasso est un autre acte symbolique de cette réception de la caravane sur la sécurité routière à Sikasso. Et dans le même registre, le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale qu'un accident grave de la circulation routière s'est produit
Lundi 1er juillet 2023, aux environs de 21h, sur la route nationale numéro 7, axe Bamako-Bougouni, entre les localités de Zambourula et Sido. Un car de la compagnie AK Transport qui partait de Bougouni pour Bamako a percuté un tracteur en panne abandonné sur la route, puis est entré en coalition avec un autre car appartenant à la compagnie Air Koumantou en provenance de Bamako. Le bilan provisoire fait état de 7 passagers tués, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Toutes les victimes ont été transportées au centre de santé de référence de Bougouni par les agents de la protection civile. L'accident serait causé par l'imprudence du propriétaire du tracteur, l'excès de vitesse et l'inobservation des règles de la circulation routière par les chauffeurs des deux cars. Le ministre des Transports et des Infrastructures présente au nom du gouvernement aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de contingence régionale multirisque, le gouverneur de la région de Koutiala a effectué une visite dans quelques quartiers de la ville de Koulé-Dianka. L'objectif est de prévenir d'éventuelles inondations en cette période d'hivernage. Le reportage de Brahima Kone. Le chef de l'exécutif régional de Koutiala est passé par Kokoto-Kourousso, un quartier qui, en septembre 2022, a laissé derrière lui un mauvais souvenir d'inondation. La visite du général Abdoulaye Cissé coïncide avec le démarrage par la mairie de Koutiala des travaux de curage des collecteurs et des caniveaux. L'objectif est de prévenir d'éventuelles inondations en cette période d'hivernage. Aller sur le terrain, voir de visu si les consignes de l'année dernière ont été respectés. Voir également si ce qui a été fait l'année dernière a été remédié pour davantage protéger les populations. Et au niveau 3, donner une certaine capacité d'anticipation aux services chargés de la protection d'abord de l'environnement et en même temps de la protection civile. Donc, pour ces 3 niveaux, je pense qu'on a eu satisfaction. Cette visite du gouverneur est une activité de la mise en œuvre du plan de contingence régional multirisque. Un plan qui a été révisé il y a 1 mois en vue de renforcer la résilience des communautés et parvenir à la réduction des pertes de matériel ainsi qu'en vies humaines. C'est une initiative qui fait partie des mesures préparatoires pour réduire les risques d'inondation dans la région. Et le gouverneur étant le premier responsable qui doit activer et désactiver le plan de contingence, cela ne fait que susciter davantage la prise de conscience de la communauté pour faire face à tout risque de catastrophe, surtout d'inondation, et en plus à rendre la communauté plus résiliente. Quand on a visité le 2e quartier, on a trouvé que les populations même s'étaient organisées à curer également les caniveaux qui, chaque fois, causaient ces inondations. Aujourd'hui, pour ça, on peut dormir tranquille parce que c'est les grandes zones d'inondation de Koutiala qu'on vient de visiter. Partout où le général Abdoulaye Cissé est passé, il a prodigué des conseils grâce auxquels les populations devront désormais s'abstenir de jeter des ordures dans les collecteurs et les caniveaux. Doroni, situé à quelques 7 km de la commune rurale de Sirakorola, région de Koulikoro, vient d'inaugurer son tout premier pont de franchissement entièrement bâti en pierre. Ce pont de 100 mètres de long a été réalisé par l'association Ankabin de Dogoni. Ousmane Koïta nous donne des détails. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de ce nouveau pont de franchissement de Dogoni dans la commune rurale de Sirakorola. Le pont est à pierre et ne contient pas de fer à béton. Le pont est l'œuvre de l'association Ankabin et la jeunesse de Dogoni. Cet ouvrage est long de 100 mètres. Sa réalisation est un ouvre de soulagement pour la population de Dogoni et celle des villages environnants.
La construction de ce pont, ça fait partie de notre plan d'action, des activités qu'on a mis en place, afin de porter un appui au village. Parce qu'avant ces ponts-là, il y avait beaucoup de difficultés. Au dire du technicien de l'entreprise Bâtir Durable SAS, l'espoir du Mali doit se reposer sur ces nouvelles techniques moins coûteuses et durables, car le Mali a des potentialités en la matière. Ce pont-là est un pont en pierre, tout en pierre, on appelle couramment pont-voûte. C'est la partie courbe qui donne son nom donc, à ce type de pont. Et leur avantage est que c'est des ponts intégralement construits en pierre, il n'y a pas de fer. Donc ces méthodes sont pratiques, pragmatiques, le résultat est palpable très rapidement. Le chef du village Tchekoura Diara, la présidente des femmes ont à travers le maire de Srakorola salué cette initiative, car le développement passe par la réalisation des infrastructures, notamment les routes et les ponts. Déjà j'ai pris l'initiative d'informer l'ensemble des 55 villages et même au-delà même de la commune et pour que d'autres villages vraiment puissent reprendre cette initiative. La coupure symbolique du ruban et les manifestations folkloriques ont été les quelques temps forts de cette cérémonie d'inauguration du pont de Dogoni. La chronique judiciaire nous parle de la présomption d'innocence. Elle est garantie par la Constitution de la République du Mali. C'est le principe selon lequel un individu suspecté d'une infraction, d'un crime ou d'un délit est considéré comme coupable avant d'être jugé par un tribunal. Malheureusement, la notion n'est pas toujours comprise par les citoyens. Pour mieux comprendre le concept de la présomption d'innocence, je vous invite à suivre ce reportage de Garibou Pérou et de Siriki Koulibaly. Loin d'une faveur accordée au présumé coupable, la présomption d'innocence est un droit, un principe inspiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce principe est prévu dans les dispositions de la Constitution malienne dans son article 7, où tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Il y a des preuves pour, des preuves contre, c'est au bénéfice du doute, puisque, dit-on, il vaut mieux laisser passer sans coupable que de condamner un innocent. Mais d'un autre côté, le tribunal peut estimer que la personne est coupable. Et en ce moment, il faut des preuves. Le tribunal a besoin de preuves. Et c'est en ce moment qu'il déclare la personne coupable. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut appeler cette personne voleur ou bien escroc ou autre chose. Mais du début à la procédure jusqu'à la fin, on n'a pas le droit de l'appeler voleur. C'est ça la raison de la présomption d'innocence, parce qu'il est réputé innocent jusqu'à ce que cela arrive. Toute personne non encore condamnée qui serait éventuellement présentée comme coupable dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels pourra demander réparation et la rectification des propos considérés ici comme diffamatoires. La presse peut à la limite publier les informations concernant le non-lieu d'une procédure judiciaire. Dans le compte-rendu de presse, vous verrez très souvent que les journalistes que vous êtes préférez prendre les initiales d'une personne parce que vous n'avez pas le droit d'identifier une personne au cours de l'enquête comme étant un voleur ou un escroc alors que l'enquête n'est pas terminée, a fortiori le jugement prononcé. Pour la même raison, à la télé, on floute un peu le visage des personnes ou on les filme de dos pour ne pas faire apparaître leur visage. Parce que, voyez-vous, une personne qui est poursuivie, même inculpé, n'est pas forcément coupable. C'est l'erreur de beaucoup de journalistes qui se permettent de nommer, d'identifier nommément des individus ou alors de donner des indications telles que l'individu est reconnaissable facilement. Alors ça, si vous dites ça, il peut être poursuivi. Même surpris en flagrant délit par exemple de vol ou de proxénétisme, le suspect, l'inculpé, n'est pas encore coupable. Il est donc bon pour tout le monde de prendre du recul afin d'éviter la justice privée. C'est vrai, les gens ont le sang chaud, ils ont tendance de régler leurs comptes eux-mêmes. C'est la justice privée et en le faisant, ils se mettent en porte-à-faux avec la loi. Donc les citoyens ne devraient pas le faire. Quel que soit ce qu'on peut dire de notre justice, on a qu'elle. C'est peut-être une aberration, mais même en flagrant délit de vol, la loi présume que la personne est innocente jusqu'à ce qu'un tribunal statue et le déclare coupable. C'est proxénétisme, vol, quelle que soit l'infraction en réalité. La loi prévoit tout un faisceau de possibilités. On voit souvent des voleurs lynchés à mort. Ça, c'est la justice privée.
À quel niveau précis de l'appareil judiciaire malien cette culpabilité est établie et la présomption d'innocence écartée? C'est la loi qui déclare que cette personne est coupable ou pas. Il n'appartient à nulle autre personne de le dire avant que le tribunal se prononce ou bien la cour d'assises se prononce. Lorsque un juge d'instruction décerne un mandat de dépôt contre une personne, ce n'est pas forcément en raison de la gravité des faits, mais surtout parce qu'il n'est pas sûr que la personne se représentera à toutes ses convocations. Ou alors il le fait, souvent c'est pour protéger même la personne, parce que lorsque vous êtes suspecté d'avoir commis un crime horrible, vous n'êtes pas en sécurité en ville. Il vaut mieux que vous soyez en prison plutôt qu'en ville, parce que là, certains peuvent faire preuve de justice privée en ce qui vous concerne. Qu'elle ait lieu à l'audience ou lors d'une procédure séparée, l'application de la présomption d'innocence suppose une instruction. Au cours de cette procédure, les magistrats examinent les faits à charge et à décharge et confrontent les preuves réunies par les deux parties. Notre système judiciaire a prévu ces différentes étapes afin que la personne présumée puisse se défendre de façon telle que prévue par les dispositions nationales. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonsoir.